Bienvenue, nous sommes toujours ravis de vous retrouver sur RTI 1. À la une de l'actualité ce soir, l'ambassadeur des Pays-Bas en Côte d'Ivoire a été reçu par le président Alassane Ouattara. Les échanges ont porté sur l'appui de ce pays d'Europe de l'Ouest à la Côte d'Ivoire dans le domaine agricole, notamment dans la cacaoculture et l'horticulture. Après le décès de l'ancien président Henri Konan Bédié, l'État de Côte d'Ivoire a décrété un deuil national durant ces 10 jours. À l'ambassade de la Côte d'Ivoire en République démocratique du Congo, une chapelle ardente est dressée et un livre de condoléances est ouvert. Programme jeunesse du gouvernement PJGouv 2023-2025, un partenariat avec une entreprise spécialisée dans le domaine du numérique va permettre à 1000 jeunes âgés de 18 à 40 ans et ayant le bac de bénéficier d'une formation de 6 mois. Et puis dans l'enseignement supérieur, le tronc commun dans les filières santé est supprimé. Désormais, les nouveaux bacheliers pourront intégrer directement les filières médecine, pharmacie et odontostomatologie, et cela dès la première année. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, 8 août, le chef de l'État a reçu l'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas en Côte d'Ivoire. Il a été question de l'expertise que les Pays-Bas mettent à la disposition de la Côte d'Ivoire en matière de développement agricole. En première ligne, la transformation du cacao sur place en Côte d'Ivoire avant d'être exporté vers les Pays-Bas, principal acheteur du cacao ivoirien. Viviane Aïman pour le compte-rendu des échanges. Des adieux ou un au revoir. L'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas en Côte d'Ivoire, Daoud Yvette Soraya, en fin de mission, a été reçu ce mardi 8 août au palais présidentiel par le président de la République, Alassane Ouattara, qui l'a chaleureusement félicité pour sa contribution au renforcement des échanges commerciaux entre les Pays-Bas et la Côte d'Ivoire. J'ai le plaisir de vous dire que je viens de recevoir Madame l'ambassadeur des Pays-Bas, qui est avec nous depuis bientôt 4 ans, je crois, et qui a beaucoup contribué dans différents secteurs. La preuve, c'est que le commerce avec les Pays-Bas a augmenté de manière considérable au cours de ces dernières années. Et Madame l'ambassadeur travaille également à ce que des usines de transformation de cacao puissent s'installer en Côte d'Ivoire et dans d'autres secteurs également, comme l'horticulture. Je voudrais dire à Madame toute notre gratitude pour l'excellent travail et votre contribution, et dire que je vous souhaite que vous revenez nous voir de temps en temps. Ce serait un grand honneur et un immense plaisir. L'honneur serait tout à moi. Merci beaucoup. C'est avec fierté que l'ambassadeur Daoud Yvette Soraya a fait le point sur la mission qu'elle a accomplie. Nous sommes liés par le cacao. La plupart des fèves de cacao d'ici partent chez nous, aux Pays-Bas. Et on travaille donc avec la Côte d'Ivoire pour avoir la transformation, la première transformation ici. Et plus près des producteurs, ça va leur donner plus d'indépendance aussi des intermédiaires, un produit qui est plus durable. Donc, ils sont moins dépendants d'un tout petit peu de temps pour vendre les fèves. Ils peuvent faire d'autres produits avec tout le produit cacao, pas seulement les fèves, donc des boissons. On peut faire, pas une essence, mais quelque chose qui fait brûler les fours. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec ça. On est aussi dans l'horticulture, surtout l'horticulture hors sol. On a des projets qui ont prouvé qu'avec ces produits, par exemple, une plante de tomate, ça rend 4 fois plus. Vraiment très bon pour les Ivoiriens, ces projets. Et avec tout ça, on est très honorés d'être payés à l'honneur cette année sur le Sahara, qui se tiennent fin septembre. Et sur le Sahara, vous pouvez donc tous venir voir ce que le Pays-Bas a à offrir en matière d'agriculture, parce qu'avec le gouvernement ivoirien, nous pensons que c'est vraiment important d'être autonome
en nourriture. C'est le 14 octobre 2019 que l'ambassadeur Daoud Yvette Soraya avait présenté ses lettres de créance au président de la République, Alassane Ouattara, au palais présidentiel. Suite au décès de l'ancien président Henri Konan Bédié, les hommages affluent de par le monde. L'ambassade de la Côte d'Ivoire en République démocratique du Congo a dressé une chapelle ardente. Un livre de condoléances y est également ouvert. Nos envoyés spéciaux à Kinshasa, Issaéo et Fernand Konan. Ambassade de Côte d'Ivoire à Kinshasa en RDC. Une chapelle ardente et un cahier de condoléances ouvert pour rendre hommage à l'ancien président Henri Konan Bédié, décédé le 1er août 2023. L'initiative de l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en RDC vise à permettre aux Ivoiriens et amis du pays d'honorer la mémoire de l'illustre disparu. Le livre de condoléances en hommage à l'illustre disparu, qui fut un grand homme d'État. Un homme de pondération, de paix. Et donc nous avons tenu à lui dédier cet hommage. Plusieurs personnalités, dont l'ambassadeur du Nigeria en RDC, sont passées à l'ambassade de la Côte d'Ivoire pour rendre hommage à l'ancien président de la Côte d'Ivoire. Retour sur le sol ivoirien pour la mise en œuvre du programme jeunesse du gouvernement. Le ministère de la Promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique a signé un partenariat avec une entreprise spécialisée dans le numérique. Il s'agit de permettre à 1 millier de jeunes de pouvoir bénéficier d'une formation au métier du numérique sur une période de 6 mois. C'est Forazegui. 1000 jeunes âgés de 18 à 40 ans ayant obtenu le baccalauréat pourront bénéficier d'une formation dans le domaine du numérique. C'est un projet initié par le ministère de la Promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique. Financé à hauteur de 475 millions de francs CFA, ce programme vise à améliorer l'employabilité des jeunes Ivoiriens. 5 localités sont concernées: Daloa, Korogo, Bouaké, Yamoussoukro et Abidjan. La formation bénéficie de l'appui technique du ministère de la Communication et de l'économie numérique. Nous accompagnons, nous initions également parfois toutes les politiques qui permettent de développer justement ces compétences numériques. Le gouvernement entend mettre en œuvre plusieurs initiatives dans le cadre du CNDIGIT, ayant pour objectif la mise en place d'infrastructures majeures dans la gestion de l'écosystème numérique. Un fort taux de pénétration de l'utilisation de l'Internet et la mise en place donc d'un organisme de gouvernance et de régulation plus adapté aux nouvelles ambitions du secteur. À travers cette formation au métier du numérique, le ministère de la Promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique veut offrir davantage d'opportunités d'insertion aux jeunes en cette année 2023, décrétée année de la jeunesse. Le projet de renforcement des compétences et de l'employabilité de 1000 jeunes dans le domaine du numérique s'inscrit dans le dispositif de formation, de reconversion et de réqualification de l'agence emploi jeune. Il permettra aux jeunes de bénéficier de formations dans les métiers de la maintenance électronique, du marketing digital, de la cybersécurité et métaverse. Les inscriptions ont démarré sur la plateforme de l'Agence Emploi Jeune www.agenceemploijeune.ci ou dans les agences régionales et guichets emploi de l'Agence Emploi Jeune à compter de ce mardi 8 août jusqu'au 23 août prochain. Dans l'enseignement supérieur, le tronc commun dans les filières santé est désormais de l'histoire ancienne. Les nouveaux bacheliers pourront intégrer directement les filières de médecine, de pharmacie et aussi d'odontostomatologie, et cela dès la première année s'ils respectent bien sûr les critères d'admission. Moussa Konaté. Plus de tronc commun pour les étudiants en sciences de la santé. Les nouveaux bacheliers pourront intégrer directement les filières de médecine, pharmacie et odontostomatologie dès la première année universitaire s'ils remplissent les critères d'admission. Le ministre Adama Diawara explique les raisons de cette décision. Cette décision est motivée par un certain nombre de choses. La première chose, c'est que nous avons voulu faire en sorte que les formations en sciences de la santé se fassent dans les universités
qui contiennent les UFR des sciences de la santé. La deuxième raison, c'est sur l'organisation des enseignements eux-mêmes. Alors, à ce niveau-là, à l'EPSS, l'école préparatoire aux sciences de la santé, pour environ 2500 étudiants, on va dire ça comme ça, on n'avait que 2 amphis. Ce qui revient à dire que dans chaque amphi, on avait 1250 étudiants. Ce qui est énorme, parce que ça, c'est de nature à tirer la qualité des enseignements vers le bas. Également, un autre problème qui n'est pas sur du grand public, c'est qu'à l'EPSS, tous les cours qui s'y faisaient étaient comptabilisés comme des heures complémentaires, qui étaient payées aux enseignants. Et ça, c'est de nature à gréver le budget de l'université. Pour la tutelle, cette réforme compte de nombreux avantages. Les effectifs sont beaucoup plus restreints. Au lieu d'avoir 2500 étudiants en licence 1, on n'aura que 800. Au lieu d'avoir un amphi qui contient plus de 1000 étudiants, on a un amphi qui contient au maximum 350 étudiants. Ça, c'est de nature à garantir la qualité des enseignements. Deuxièmement, là où on ne faisait pas des travaux dirigés ni des travaux pratiques, maintenant, on va en faire en première année, ce qui ne se faisait pas à l'école préparatoire. Donc vous voyez que quand on parle de dégradation de la qualité, c'est plutôt le contraire qui va se produire. Adama Diawara rassure également quant aux critères pour être orienté dans l'une des filières des sciences de la santé. Premièrement, il faut que le bachelier ait demandé à venir faire médecine. On ne va pas l'obliger à venir faire si ça ne l'intéresse pas. Deuxièmement, il faut qu'il ait au maximum 23 ans. S'il a plus de 23 ans, ce n'est pas possible. Il n'est pas éligible. Troisièmement, il faut qu'il ait au minimum, au bac, 12 sur 20 dans les 3 matières suivantes. Mathématiques, physique, chimie et SVT. Les bacheliers seront donc affectés dans les différentes filières des sciences de la santé par ordre de mérite. Les préinscriptions dans les universités et les écoles publiques et privées ont démarré depuis le 5 août dernier. Le ministre Adama Diawara invite les nouveaux bacheliers à faire des choix de filières conformes à leurs compétences. Le Comité national de télédétection et d'information géographique a signé une convention avec la Commission nationale des frontières de Côte d'Ivoire. L'objectif premier est de renforcer la coopération entre les 2 institutions afin de parvenir à une meilleure gestion des frontières. Serge Pacom Didi et Jean-Marc Djadji. Signature de protocole d'accord entre le Comité national de télédétection, CNTIG, et d'information et la Commission nationale des frontières de Côte d'Ivoire. Les 2 structures s'engagent à conjuguer leurs efforts, susciter des initiatives et créer un cadre d'accompagnement pour une bonne gestion des frontières. Cette signature de convention est donc initiée dans l'optique de mutualiser les efforts de nos 2 structures en vue d'affiner la stratégie de gestion des frontières de Côte d'Ivoire sur la base des références et des données collectées par le CNTG. Le protocole d'accord visera à ficeler un cadre adéquat de partenariat pour ainsi contribuer plus efficacement à la digitalisation des données de nos frontières. Le CNSC pourra donc bénéficier de l'expertise du CNTG dans la nouvelle technologie de collecte d'informations géographiques, mais aussi de la cartographie thématique et des données digitales des frontières. Cette convention va nous permettre d'avoir les outils de décision, de soumettre ces outils au gouvernement, également de mieux affiner notre gouvernance des frontières. Organisme gouvernemental, la Commission nationale des frontières de Côte d'Ivoire est chargée de procéder à la matérialisation des frontières et prévenir les conflits. Le Comité national de télédétection et d'information géographique, quant à lui, accompagne l'administration publique ainsi que les structures privées en matière de géinformation par le développement de bases de données socio-économiques. L'établissement d'un partenariat entre ces 2 institutions est donc une opportunité pour la bonne gestion des frontières, préoccupation majeure du gouvernement. L'Alliance des religions pour la paix en Côte d'Ivoire est allée à la rencontre du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Les échanges avec Vagondo Diomondé ont essentiellement porté sur la sécurité en période électorale. Abou Sanogo. L'Alliance des religions pour la paix en Côte d'Ivoire, reçue par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Vagondo Diomondé. Les leaders et dignitaires religieux sont venus encourager Vagondo Diomondé dans la responsabilité qu'il a de garantir la sécurité des populations en cette période d'élection. Par ailleurs,
et ils ont présenté leur organisation ainsi que des réflexions pour garantir la paix et la stabilité pendant la période d'élection. Nous sommes venus partager avec lui notre initiative de participation, de contribution à cultiver la paix en Côte d'Ivoire dans la période électorale qui se présente en nous, que toutes ces élections se fassent dans la paix, dans la sérénité. Parce qu'en tant que filles et fils de ce pays, nous tenons à la paix. En retour, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomondi, s'est félicité de la visite des leaders et dignitaires religieux et les a assurés de l'engagement du gouvernement à maintenir l'ordre et la tranquillité en Côte d'Ivoire pendant la période d'élection. Votre initiative est bienvenue. Nous sommes à moins d'un mois d'une échéance électorale importante pour la Côte d'Ivoire. Chacun est légitimement en droit d'estimer que c'est lui qu'il faut à cette place-là. Évidemment, cela suscite des passions. Vous êtes les meilleurs sentinelles, vous êtes les meilleurs conseillers, dont je n'ai aucune inquiétude quant à la conduite du message de paix qui doit être véhiculé partout sur le territoire national. Les leaders et dignitaires religieux en Côte d'Ivoire, réunis au sein de l'Alliance des religions pour la paix en Côte d'Ivoire, souhaitent rencontrer certains présidents d'institutions principales du pays et tous les acteurs essentiels et majeurs de la politique ivoirienne en vue de partager avec eux un message de paix et de cohésion sociale. Au sujet de ces élections locales à venir, la présidente de la jeunesse féminine et professionnelle du RHDP était face à la presse hier lundi. La ministre Nassénéba Touré s'est exprimée sur la question des candidatures indépendantes issues du RHDP. La centaine de candidats concernés pour les 2 scrutins a été appelée à la raison et à la discipline. Mamadou Kouassi. La commission électorale indépendante CEI a sorti la liste définitive des candidats pour les élections municipales et régionales du 2 septembre prochain. 88 candidatures indépendantes issues du RHDP sont enregistrées pour le compte des municipales et 12 pour les régionales. Une situation dénoncée par la direction du RHDP. C'est une situation grave, entravant à la bonne marche de notre parti. Une candidature indépendante sans l'aval du parti témoigne d'une indiscipline et d'une défiance envers le leadership du président du parti, M. Alassane Ouattara. Pour cette rencontre d'échange avec la presse, la ministre Nassénéba Touré a à ses côtés Enza Silla, secrétaire départemental RHDP de Thiébissou, lui-même précédemment candidat indépendant pour les municipales. J'ai décidé de me retirer et d'être discipliné et je n'ai jamais marchandé ce retrait. Je me suis engagé à soutenir le candidat qui a été retenu. Déjà, j'ai commencé à sillonner le terrain. Le candidat et moi, nous nous sommes entendus, nous avons aplani nos différends, nous avons fait une liste commune. Au nom du secrétariat exécutif du RHDP, la ministre Nassénéba Touré rappelle les dispositions en cas de sanctions avant d'inviter les candidats indépendants issus du RHDP au respect de la discipline et surtout du mot d'ordre du président du parti. L'article 37 dit ceci. Obligation de discipline. Les militants doivent observer la discipline la plus stricte en s'interdisant toute initiative personnelle, tout acte ou comportement individuel qui pourrait être de nature à compromettre l'image de marque du parti, à rompre son unité ou à contredire sa ligne politique. Les sanctions, à l'article 36, il y a l'avertissement, il y a le blâme, il y a la suspension, il y a l'exclusion temporaire et pour terminer, l'exclusion définitive. Nous appelons ces militants, appelés indépendants, ainsi que leur soutien tapis dans l'ombre, qui les conforte dans cette posture de défiance à tous les niveaux de notre parti, à revenir à la raison. Chers frères, chères sœurs, les portes du RHDP restent ouvertes.
La représentante du directoire invite donc tous les militants et l'ensemble des populations à se mobiliser pour la victoire des candidats RHDP au soir du 2 septembre prochain. Sur la scène de la culture, le Bureau ivoirien des droits d'auteur renforce sa présence dans le district de la vallée du Bandama. L'ouverture de ce nouveau démembrement du Burida a été l'occasion pour la signature de partenariats en vue de la promotion des artistes locaux. Kader Sogodogo. Le ministre-gouverneur du district de la vallée du Bandama, Jean-Claude Kouassi, ciseaux en main, officialise le renforcement de la présence du Bureau ivoirien du droit d'auteur, Burida, à Bouaké. Un service administratif vient s'ajouter à celui du recouvrement. Le Burida veut se rapprocher des artistes de Gbeke et du Hambol. Nous nous sommes rendus compte que les artistes, lorsqu'ils avaient des besoins en dehors des questions de perception, étaient obligés de se déplacer pour aller à Abidjan. Et donc, dans notre politique de nous rapprocher davantage de nos sociétaires, nous avons ajouté à ces locaux des services pour pouvoir permettre aux artistes de venir accomplir toutes les formalités qu'ils ont. L'activité qui s'est poursuivie dans la grande salle de spectacle du Centre culturel Jacques Aka, en présence d'artistes de tout genre, a vu la signature de 2 partenariats forts entre le district autonome de la vallée du Bandama et le Burida. Il s'agit de la prise en charge de l'adhésion au Burida des artistes de Gbeke et du Hambol par le district, des frais d'assurance pour 20 femmes artistes et des redevances de droits d'auteur et droits voisins. Environ 8 millions de francs CFA, une grande première en Côte d'Ivoire. Le district autonome de la vallée du Bandama s'engage à demeurer aux côtés des artistes. Je voudrais réaffirmer ici mon engagement à promouvoir la culture et les droits d'auteur. Mais ensemble, façonnons l'avenir de notre pays en élevant l'art, l'artisanat, la culture et les industries culturelles au rang de piliers d'un développement soutenu et durable de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Que serait une rencontre des artistes sans chants et danses? Il y en a eu pour le bonheur de tous ceux qui ont effectué le déplacement. Des jeunes entrepreneurs ivoiriens ont décidé de lancer ensemble la construction d'une usine de transformation industrielle de cacao dans la commune de Divo. La capacité de production de départ est estimée à 15 000 tonnes par an. Lanciné Bakayeko. Cette usine d'achat et de transformation du cacao va broyer des produits semi-finis de cacao tels le beurre désodorisé et le tourteau de cacao, destinés aux industries de la chocolaterie et du cosmétique. Nous avons tout fait pour avoir un site à Divo pour pouvoir mener ce projet. J'ai appris que les grands pays se bâtissent sur l'économie. C'est pour ça que ce qui est plus important, c'est de développer Divo pour que Divo soit une ville économique d'abord. Cette unité industrielle s'inscrit dans la vision du président Alassane Ouattara de transformer au moins 50% de la production nationale de cacao d'ici 2025. Le Conseil Café Cacao accueille cette unité de transformation avec enthousiasme. Cette usine va donner de l'emploi à notre jeunesse, aider nos parents producteurs, ceux qui ont des difficultés, nos opérateurs, à livrer leur cacao au port d'Abidjan et de San Pedro, pourront valablement livrer leur cacao dans cette usine. Sur 2,4 millions de tonnes de cacao produites, la Côte d'Ivoire est actuellement à 30% de transformation. La production de fèves au niveau de la région de Divo est de 200 000 tonnes. La Fondation Lonassi œuvre pour le social en milieu rural et urbain défavorisé. L'organisation mène déjà depuis quelques années des travaux de construction et de réhabilitation au niveau des infrastructures de base en faveur des communautés. Le président du conseil d'administration vient de procéder à la remise des clés à 3 structures bénéficiaires. Serge Coléa. 3 clés remises aux bénéficiaires d'ouvrages réalisés par la Fondation Lonassi. Une pour la réhabilitation d'un bâtiment R+2 au lycée moderne de Grand Bassam. Une autre pour la construction d'un hangar dans le village d'Akwedo.
réceptionnée par le chef Nanan Germain Bangbissé, et une troisième pour la construction d'une nouvelle crèche à l'orphelinat Les Anges d'Adiaki. La porte-parole des bénéficiaires exprime leur reconnaissance. Merci de votre attention. Le faisant, vous épousez la vision du président de la République, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire solidaire. Pour le président du conseil d'administration, Dramane Coulibaly, ce geste s'inscrit dans la droite ligne de la vision de la Fondation Lonassi. La Fondation Lonassi démontre ainsi son engagement social et celui de la Lonassi. Notre satisfaction sera grande de voir ces infrastructures apporter effectivement un mieux-être aux populations cibles. La Fondation Lonassi s'assigne pour but la lutte contre la pauvreté. Elle finance, entre autres, la construction ou la réhabilitation d'infrastructures de base en milieu rural ou en milieu urbain défavorisé. Jean-Claude Ajrabé est le nouveau chef du village de Nyangon Adjamé. Il est issu de la génération Tchagba et c'est le nouveau gardien des us et coutumes. Il a été intronisé en présence des autorités traditionnelles et administratives. Il a reçu les attributions des mains du doyen de la génération Tchagba et son arrêté l'officialisant des mains de la secrétaire générale de la préfecture d'Abidjan. Le compte-rendu de Frédéric Oulahi est commenté par Eugène Atoubé. Le village de Nyangon Adjamé dans la commune de Yopougon est en fête. Solidaires et en communion, les populations de cette localité manifestent leur joie en ce jour spécial qui marque l'intronisation de leur nouveau chef de village. L'homme est issu de la génération Tchagba. C'est une très grande joie pour moi, mais en toute honnêteté, c'est un choix qui a été opéré par rapport aux actions que mon père a menées dans le village. Alors quand on était à la recherche d'un chef, de façon unanime, quand j'ai été proposé, il n'y a pas eu d'opposition. Revêtu de ses attributs, Jean-Claude Adjrabé est installé par Robert Begré-Mambé, ministre-gouverneur du district d'Abidjan, Eugène Wele et Paulin Claude Dao, respectivement, président du Conseil économique, social et environnemental et ministre des Sports. L'arrêté qui fait de lui le chef de village officiel de Nyangon Adjamé lui est remis par la secrétaire générale de préfecture d'Abidjan. Votre chef est un grand homme, nous allons l'aider. Nous allons aider ce village. Monseigneur Blessy nous l'a demandé. Il en pleure. Nous allons vous aider. Eugène Wele et Dao Claude Paulin, représentant le parrain Adama Bictogo, invitent le nouveau chef à œuvrer pour la cohésion, le vivre ensemble au nom du développement du Nyangon Adjamé. Aujourd'hui, cette cérémonie redonne le vrai visage que notre village devrait avoir. Le village Achan doit être dans la sérénité et dans la paix. Le village Achan doit construire le développement avec toutes ses filles et tous ses fils. Les villages Achan doivent privilégier l'entente, la solidarité et surtout le développement. Chers membres de la génération Tchagba, si vous avez décidé qu'Adjrabé soit le chef, c'est parce que vous avez foi en ses capacités à remplir avec amour, avec vérité et responsabilité les devoirs de ces nouvelles charges. Si nous convenons que n'est pas chef qui veut, mais qui peut. Alors le choix porté sur M. Adjrabé Jean-Claude ne saurait être le fruit du hasard, des circonstances et des opportunités. Non, ce sont les relations régulières et éprouvées, les dispositions d'esprit reconnues, les valeurs promues, les traces laissées qui, entre autres, ont conditionné votre choix, sans oublier la caution des ancêtres. Le nouveau chef de village de Nyangon Adjamé est enseignant de physique et chimie. Ce sexagénaire, marié et père de 3 enfants et le 9e chef de village, a présidé au destiné de cette localité de la commune de Yopougon. Hier, 7 août, la Côte d'Ivoire entière a marqué un arrêt pour commémorer la date anniversaire de son accession à l'indépendance. Et vous le savez, cette année, la célébration a été marquée par un caractère très sobre et solennel dû au deuil national. Nous vous proposons des images de différentes localités du pays. Premier arrêt, Sassandra. À Niama,
La cité de la Kola n'est pas restée en marge des festivités marquant les 63 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire. Une cérémonie dans la sobriété en raison du décès de l'ex-chef d'État Henri Konan Bédié. Après la prise d'armes, le sous-préfet d'Anyama, Michel Kouakou, a invité les populations à réserver un accueil chaleureux aux participants de la Coupe d'Afrique des Nations de football, puisque la localité abrite un stade où se déroulera la compétition. C'est par une minute de silence qu'a débuté le message du sous-préfet de Ndoussi à l'intention de feu le président Henri Konan Bédié à l'occasion de la célébration des 63 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le sous-préfet Sandrine Danho Oka a invité la jeunesse à une prise de conscience collective et surtout à renforcer le climat de paix dans la localité. Un bateau dans la région du Moronou n'est pas resté en marge de la célébration des 63 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le préfet qui avait à ses côtés le maire de la commune, Jacob Kwame, a rendu un hommage à feu le président Henri Konan Bédié. Il a invité les populations et les chefs traditionnels à préserver le climat de paix qui a toujours régné dans cette localité. 7 août 2023 à Guitry, département de la région du Lodjibois. Commémoration du 63e anniversaire de l'accession de la Côte d'Ivoire à la souveraineté nationale et internationale. Et une commémoration marquée par le deuil national. Dans son adresse, Ida Kamara Grasse, préfet du département de Guitry, a revisité quelques faits marquants de la vie de la Côte d'Ivoire et particulièrement ceux du département de Guitry. Après la cérémonie de prise d'armes et la montée du drapeau, le préfet du département de Fresco s'est adressé à la population qui s'est déplacée. Malgré la sobriété de l'événement, Traoré Amadou demande aux différents candidats aux élections locales à venir le bon ton, afin de préserver la paix. Car c'est dans la paix que Fresco a eu sa part de développement. Dans la sous-préfecture de Gabiagui, c'est le village de Tuy qui a accueilli les festivités marquant les 63 ans d'indépendance de notre pays. Le sous-préfet Bamba Fatogoma Ngolo a rappelé les acquis en matière de développement de la sous-préfecture, avec l'électrification de 99% des villages et des gros campements. Congo, la Côte d'Ivoire indépendante à 63 ans. Un anniversaire flanqué du sceau du deuil national suite au rappel à Dieu de l'ex-président Henri Konan Bédié, d'où le caractère sobre des festivités avec le drapeau en benne. Une cérémonie de prise d'âme qui a été une occasion pour le préfet du département, Swalio Soumaoro, de retracer la marche de la nation. Tous les grands secteurs ont été touchés. Kone Vakaba, préfet du département de Tiasalé, a mobilisé toutes les franges représentatives de la population à la préfecture. C'est un message fort relatif à des élections apaisées qu'il a adressé en ce moment particulier aux populations, invitant particulièrement les acteurs politiques, les jeunes et la société civile à œuvrer tous pour la cohésion sociale et la paix. Préfecture d'Aboisseau. Le préfet de la région du Sud Komoué se soumet au rituel de salut aux couleurs, une cérémonie marquant les festivités de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, réduite à une prise d'armes dans un contexte de deuil national. Le préfet de région, Legré Coucougnon, fait observer une minute de silence, puis délivre son message. C'est un appel à la paix, à la cohésion et à l'unité des filles, fils des 4 du Sud Komoué, en cette période électorale. À l'instar des autres villes du pays, la ville de Mankono a célébré avec sobriété le 63e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le préfet du département de Mankono, préfet de la région du Béré, Bouessé Jules, a rendu hommage au président Henri Konan Bédié. Il a aussi salué les actions du président de la République dans ses actions de transformation du tissu économique, social et le renforcement des équipements sociaux. Foyer des jeunes de Grands Atri dans la région de la Nawa. La population est rassemblée pour célébrer la fête nationale. Les forces de l'ordre exécutent la prise d'armes en présence des autorités administratives et des élus locaux. L'heure est à la sobriété au regard du deuil national. Le sous-préfet de Grands Atri rappelle les acquis sur le plan économique. Serge Sélé invite les habitants de sa circonscription administrative à la retenue lors des prochaines élections locales. À Bio, la 63e année de la cession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance est commémorée. Le préfet a rappelé la symbolique de cette célébration. La Nawa a célébré ce 7 août 2023 dans la sobriété.
Et voilà des images de la commémoration de l'an 63 de la Côte d'Ivoire indépendante qui viennent mettre fin à ce journal. Retrouvez dans quelques minutes sur RTI 1 le débat politique, la question posée ce soir, élection locale, le quota des femmes d'accord, mais sont-elles prêtes? 90 minutes pour Eliane Herveau et ses invités afin de plancher sur la question et d'évoquer également l'impact de ce quota de femmes dans le jeu politique ivoirien. Merci de nous avoir suivis. À demain. Bonsoir.